Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Yoann Le Corrieux, membre du 16e gouvernement en charge des finances et du budget et membre élu du 17e gouvernement. Vous êtes également premier adjoint au maire de Dabéa. Yoann Le Corrieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, vous êtes en charge du budget, mais c'est l'État qui, depuis le 31 mars, est chargé d'établir le budget de la Nouvelle-Calédonie. Alors, en fait, concrètement, comment ça se passe? Quel est votre rôle? Quel est celui de la Chambre territoriale des comptes? Quel est le rôle du haut-commissaire? En fait, depuis quelques semaines, avec le magistrat de la Chambre territoriale des comptes qui a été désigné pour établir les 3 budgets de la Nouvelle-Calédonie, nous travaillons avec les directions de la Nouvelle-Calédonie de concert, selon leurs instructions, selon leurs contraintes budgétaires, selon la réglementation aussi qu'ils nous ont demandé, et selon les règles budgétaires établies, ainsi que les indications pour entrer dans les enveloppes budgétaires. Donc c'est vraiment un travail de concert qui est fait. À partir de là, nous avons établi des règles et l'ensemble des services et des directions de la Nouvelle-Calédonie ont répondu présent. Et donc à partir de là, on a pu établir les 3 avis qui ont été débattus mardi dernier en séance du gouvernement. Voilà, vous avez déjà, enfin, le gouvernement a déjà émis un avis favorable sur les 3 budgets, budget de reversement, de répartition, budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Depuis maintenant que nous avons rendu des avis favorables sur l'ensemble des 3 budgets, surtout avec un équilibre aussi sur les 3 budgets, parce que ce n'était pas si facile. Donc un équilibre qui est proposé au niveau de la Nouvelle-Calédonie par l'aide de l'État qui est de 10 milliards. Donc à partir de là, nous avons transmis ces 3 avis au président de la Chambre territoriale des comptes ainsi qu'au commissariat. Et maintenant, le haut commissaire, selon la loi organique, a 20 jours pour arrêter les 3 budgets de la Nouvelle-Calédonie. Si, pour des raisons diverses, le commissaire souhaite ne pas tenir compte ni d'une partie des avis de la Chambre territoriale des comptes ou de la Nouvelle-Calédonie, il sera obligé de motiver sa décision et à partir de là, il pourra conclure sur les 3 budgets. Tenant compte des avis de la Nouvelle-Calédonie, de la CTC et les 3 budgets arrêtés par le commissaire, l'ensemble des documents seront publiés aussi officiellement au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie pour la plus grande transparence envers les Calédoniens. Alors, en l'état actuel, quelles sont les caractéristiques de ces 3 budgets? Quels sont leurs montants? Et on a envie de savoir qu'est-ce qui les différencie de budgets qui auraient été arrêtés et adoptés par un gouvernement de plein exercice. C'est quoi la différence? La différence, c'est les contraintes. C'est-à-dire que sur un budget fait par la Chambre territoriale des comptes et par l'État, c'est vraiment les dépenses obligatoires et les dépenses essentielles au bon fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, au niveau des directions, au niveau des services faits par la Nouvelle-Calédonie pour les Calédoniens. Et donc, à partir de là, c'est vraiment ce qu'on en qualifie d'un budget minimaliste. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de l'investissement, nous inscrivons que les investissements qui ont déjà débuté, qui ont un engagement, qui ont une justification. Donc c'est assez strict. Et sur le fonctionnement, nous devons aussi partir sur les mêmes bases, c'est-à-dire des règles de dépenses obligatoires, de bon fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire des réductions assez sévères quand même qui sont demandées, qui ont été demandées et que les directions de la Nouvelle-Calédonie ont proposé selon les conseils demandés par le magistrat de la Chambre qui conduit cette instruction. On a les montants déjà de ces 3 budgets, on les connaît bien sûr. Oui, c'est des montants qui sont pour le budget de reversement quasi identiques à celui de l'année dernière. Donc le budget de reversement concerne notamment les établissements publics de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une bonne nouvelle pour les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Sur le budget de répartition, grâce aux bons résultats effectués l'année dernière et suite aux mesures de soutien à l'économie calédonienne que nous avons pu mettre en œuvre au cours de l'année 2020, nous avons eu un bon résultat. Donc nous avons repris ce résultat positif pour pouvoir revoir en budget de répartition le même montant que l'année dernière, c'est-à-dire une assiette de dotation globale pour les communes et les provinces quasiment de 110 milliards, donc ce qui va vraiment préserver les communes et les provinces. Et puis après, nous avons vraiment une tension sur le budget propre de la Nouvelle-Calédonie, où là, tenant compte de la crise sanitaire, de la quatorzaine, tenant compte aussi du manque de recettes fiscales envisagées au cours de l'année 2021, après 2 crises sanitaires en 2020 et en 2021, donc le contre-coup au cours de cette année. Et donc là, il y avait un vrai sujet, et heureusement que nous avons eu le soutien de la solidarité nationale avec l'annonce du ministre de Main de 10 milliards d'aides. Ils interviennent dans le budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Ils interviennent particulièrement dans le budget propre de la Calédonie. Et malgré cela, on sait encore qu'il y a un petit différentiel
qui a été sollicité encore auprès de l'État français pour pouvoir combler ce différentiel et maintenir cette barrière sanitaire qui est prise en charge grâce à cette aide nationale. Mais globalement, le budget propre est réduit de moitié. Il y a notamment, vous avez évoqué les subventions aux associations qui ne seraient pas prioritaires dans ce budget. Alors on sait que ça a inquiété déjà un certain nombre de responsables d'associations. Alors pourquoi et comment est-ce qu'elles vont se débrouiller ces associations? Alors, le budget propre n'est pas diminué de moitié, c'est le budget d'investissement qui est diminué de moitié, il faut être précis, parce que le budget propre il est d'un montant assez important, il est de 83 milliards quand même, donc c'est un montant assez conséquent pour la Nouvelle-Calédonie, mais c'est le budget d'investissement tenant compte des contraintes qui nous sont données, juridiques, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir des justifications. Et au niveau des associations, donc il y a des associations, il y a des critères qui ont été établis, notamment les associations qui avaient des fonds de roulement nécessaires pour pouvoir durer, les associations où il y avait derrière des conséquences sur des emplois éventuels, des associations sur lesquelles il y avait des engagements pluriannuels. Donc à ce niveau-là, les aides sont maintenues, les subventions sont maintenues. Mais par contre, sur certaines d'entre elles où c'était des soutiens à l'année, des soutiens au projet, eh ben, dans les règles établies, notamment par le magistrat et soutenues pour la recherche d'économie qu'il fallait faire pour entrer dans l'épure du budget et des recettes établies pour l'année 2021, il y a des choix qui ont été faits et seul un gouvernement de plein exercice pourra le rétablir avec des décisions modificatives qui pourra rajouter des recettes nouvelles et bien sûr des dépenses nouvelles. Et en revanche, pour les communes, pour les provinces, pour les établissements publics, étant donné que vous avez pu établir à peu près de la même manière les budgets de répartition et de reversement, il ne devrait pas y avoir de conséquences. C'est exactement ça, c'est-à-dire pour les provinces et pour les communes, il n'y aura pas de conséquences au cours de l'année 2021 car elles auront exactement les mêmes dotations que l'année 2020. Et donc cela va vraiment mettre une stabilité au niveau de ces collectivités qui pourront conduire leur politique de proximité, leur politique d'aide à la population et surtout d'investissement. Et c'est vraiment très important parce que avec la petite difficulté au début d'année du premier semestre que va connaître la Nouvelle-Calédonie avec ce budget minimaliste sur l'investissement, il est important que les autres collectivités puissent continuer à investir sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Justement, à terme, sur l'économie calédonienne en général, quelles conséquences ça peut avoir ce budget arrêté par l'État? Déjà, limiter l'investissement public aux seuls engagements en cours, aux seules opérations en cours, c'est-à-dire de réduire de 50%, en gros passer de presque 9 milliards à 4 milliards et demi d'investissement. Quand on sait l'importance de l'investissement public en Nouvelle-Calédonie, ça aura des conséquences. Dire l'inverse, ce serait mentir aux Calédoniens. Donc ça a des conséquences. Et il est nécessaire de pouvoir rétablir très rapidement, par l'intermédiaire de décisions modificatives, un budget normal pour soutenir l'économie calédonienne et surtout la relance attendue suite aux deux crises sanitaires. Mais j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que la Calédonie, dès que le haut-commissaire va établir le budget, aura un budget. Et donc pourra assumer ses dépenses, pourra payer les fournisseurs, ce qui n'est plus le cas maintenant depuis, nous sommes en grande difficulté depuis que nous avons dépassé le 31 mars. Il y a déjà des difficultés, il y a déjà des établissements ou des collectivités qui ont des problèmes depuis le 31 mars? Oui, mais précisément depuis le 15 avril, on a des grandes difficultés sur sur l'investissement. Nous ne pouvons plus assumer nos dépenses. Et puis, nous avons quelques tensions sur certaines associations, certains enseignements privés, sur certains établissements qui avaient des trésoreries tendues, qui pouvaient tenir le premier trimestre. Et c'est pour ça que dans le cas du 16e gouvernement, on avait prévu de voter ce budget avant le 31 mars, quand on avait présenté le débat d'orientation budgétaire le 2 février qui avait été voté à l'unanimité. C'est toujours bon de le rappeler. Et donc, tout était sur les bons rails. Et cette démission un peu surprise a mis plutôt une certaine pagaille dans la gestion budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. On y reviendra dans un instant, mais il y a tout de même un gros dossier dont on parlait beaucoup avant et qui semble presque oublié, les comptes sociaux. Ils en sont où et comment, dans un contexte comme celui-ci, vous allez pouvoir les réformer, voire les redresser? C'est une vraie question. Mais pour redresser les comptes sociaux avec la réforme qui va avec, il est absolument nécessaire d'avoir un gouvernement de plein exercice. Je rappelle juste qu'en fin d'année,
le 16e gouvernement, à la personne de son président, avait mené une réforme structurée, réaliste, dans la continuité du plan d'Occamo, des rapports de l'IGAS, sur la réforme à mener pour rétablir et aller sur la voie, je dirais, vertueuse du rétablissement des comptes sociaux. Et pour des raisons que je qualifierais de politiciennes, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, une motion préjudicielle a été déposée par certains groupes politiques et donc aucune de ce début de réforme n'a pu être établie. Et ce premier, c'était de faire un emprunt qui permet de reprendre l'ensemble de la dette déjà due de près de 25 milliards et qui aurait mis un peu de fluidifier en fait tout le fonctionnement financier de ces comptes sociaux et surtout des entreprises qui travaillent notamment à travers les hôpitaux en Nouvelle-Calédonie. Alors vous disiez qu'il était urgent qu'il y ait un 17e gouvernement qui soit mis en place. Quelle sera sa marge budgétaire? Dans quel délai il pourra prendre une décision modificative pour arrêter un, entre guillemets, vrai budget pour la Nouvelle-Calédonie? Dès que le 17e gouvernement sera établi, dès que le président, le vice-président, que les secteurs seront répartis, il sera en plein exercice et donc il pourra déposer, selon les recettes qu'il pourra trouver ou selon les ajustements du budget arrêté par le commissaire, il pourra modifier à travers une décision modificative qu'il faudra présenter d'urgence, je pense, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ou si les membres du 17e gouvernement veulent apporter plus de recettes et plus de dépenses. Parce qu'à un moment donné, je dis souvent, nous, on avait quelques mois devant nous, le 17e aura quelques jours ou quelques semaines pour réagir. Et ça va aller très vite. Et donc, il faudra prendre des décisions très complexes et dans des délais très rapides. Ce ne sera pas le moment de lancer des grandes réformes, comme on entend parler, de la fiscalité, de tout remettre à plat. Ça sera le moment de prendre des décisions, que ce soit des grandes réformes complexes ou vraiment des décisions d'ajustement pour être le plus opérationnel possible. Mais en l'occurrence, les membres du 17e et la présidence du 17e gouvernement devra prendre des décisions dans des délais très rapides, tenant compte en plus d'un contexte sanitaire particulier et d'un contexte politique particulier avec une demande de 3e référendum. Alors, justement, ce 17e gouvernement, on en est où? Il n'y a toujours pas de président à l'heure actuelle. Est-ce que vous suivez, vous êtes membre élu de ce 17e gouvernement, est-ce que vous suivez les discussions qui ont lieu entre indépendantistes et est-ce qu'il y a une éclaircie? Est-ce qu'ils arrivent à quelque chose? On les suit, mais il faut être un expert en cours d'orientation parce que c'est assez complexe de suivre toutes les discussions. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de comprendre ce qui se passe et nous sommes pas en discussion avec les indépendantistes. On a toujours des discussions informelles entre les membres du gouvernement et du 16e et puis avec des connaissances dans le milieu indépendantiste. Mais ce sont des discussions informelles pour mieux comprendre ce qui se passe et quelle sera la perspective et dans quel délai surtout, parce que je pense que le délai commence à devenir très contraignant et qu'il y a vraiment de gros soucis à gérer à l'heure actuelle et de vraies décisions à prendre. Et donc, il est important d'avoir un gouvernement de plein exercice pour prendre ces décisions. Et aujourd'hui, vous comprenez, avec le recul, pourquoi ils l'ont fait tomber, pourquoi aussi vite, pourquoi de façon aussi peu préparée? C'est difficilement compréhensible. Parce que quand vous lisez les lettres de démission et puis sur le manque de collégialité, sur les problèmes budgétaires, alors que le débat d'orientation venait d'être validé à l'unanimité, qu'il y avait des solutions, des pistes de travail. Il suffit de voir juste le nombre de séances publiques qui s'est tenu, le nombre de délibérations qui a été votées depuis le 2 février, le nombre de lois de pays qui a été votées par le Congrès et qui a été présentées par le gouvernement. C'est très important. Et donc, je veux dire, le travail continue, mais à un moment donné, on se demande pourquoi avoir fait tomber le 16e gouvernement s'il faut le maintenir en place. Donc, on s'est fait plaisir et j'ai l'impression qu'il y a eu un jeu d'acteurs assez malsain du côté indépendantiste, peut-être pas d'élus, et c'est bien dommage parce que je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui doivent assumer leurs responsabilités. Alors, l'actualité politique, vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est aussi la demande d'organisation du 3e référendum, demande formulée par les indépendantistes, avec une incertitude encore sur la date. Selon vous, il doit avoir lieu quand? Le plus tôt possible, le plus tard possible? On sait que ça doit être entre septembre 2021 et septembre 2022 globalement. Qu'est-ce qui vous semble mieux? J'ai dû l'indiquer à votre micro déjà, mais je pense que
si c'est pour connaître un troisième référendum qui ressemble au premier et au deuxième, autant le faire tout de suite. Ça nous évitera ça nous évitera beaucoup de soucis en moins sur l'économie, sur l'attentisme des personnes. Au moins, ça permettra de passer tout de suite dans la phase de discussion qui est prévue dans l'accord de Nouméa si au troisième référendum, le statut le statut reste identique. Donc à un moment donné, il faut vraiment là-dessus aller au plus vite. Si par contre, on veut se donner le temps de trouver une solution durable pour la Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des attentes de tous les Calédoniens, et il est nécessaire donc de prendre du temps. Et pour cela, cela pourrait se faire qu'au cours de l'année 2022. Et j'ai envie de dire, cela ne dépend pas que de nous, ici en Nouvelle-Calédonie, dépend aussi du troisième partenaire qu'est l'État. Et donc l'État aussi devra à un moment donné dire quel est son souhait de le faire maintenant pour pouvoir aborder très rapidement la phase suivante, c'est-à-dire quel est le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, quelles sont les discussions à mener, ou alors est-ce qu'elle veut prendre le temps vraiment de changer la question qui sera posée au prochain référendum à travers un vrai référendum de projet sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui, un troisième référendum de projet? Je pense qu'il est toujours possible de trouver les chemins et les voies du dialogue. Et si on fait appel à l'intelligence collective et à toutes les personnes qui ont une bonne volonté pour trouver une voie durable pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc il est nécessaire, s'il faut prendre quelques semaines, quelques mois pour trouver ce chemin-là, et donc autant prendre ce temps. On a pu voir par le passé que les deux accords, que ce soit l'accord de Nouméa ou l'accord de Matignon, que nos anciens n'ont pas mis non plus plusieurs années à trouver des solutions. Et donc avec l'expérience que nous avons vécue ces dernières années, avec les aspérités que nous avons à corriger dans les statuts de la Nouvelle-Calédonie, avec l'attente des Calédoniens, avec déjà les deux premiers résultats aux deux premiers référendums qui disent non à l'indépendance et la volonté de la majorité des Calédoniens de rester au sein de la République, je pense qu'on est en capacité de proposer aux Calédoniens une vraie solution durable dans la France. Alors hier, le sénateur Pierre Frogier a annoncé qu'il allait faire une proposition de solution innovante, solution institutionnelle innovante. Il doit la présenter dans quelques jours au Sénat le 4 mai. On n'en a pas le détail. Est-ce que vous en savez un peu plus? Et est-ce que vous pensez que cette idée qu'il a déjà émise sachant négocier un désaccord aujourd'hui, après deux accords qui nous conduisent un peu dans la passe, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une réaction? Une réaction, sénateur Pierre Frogier est totalement légitime par son histoire, par son vécu. Il a participé à Matignon, il a participé à Nouméa, et il a vécu l'ensemble du déroulé de ces deux accords. Donc il est totalement légitime pour émettre et exposer au plus haut niveau, que ce soit au Sénat ou au niveau de l'État français, de pouvoir exposer une proposition pour la Nouvelle-Calédonie. Et cette proposition aura tout l'intérêt de servir en tout cas de base de discussion. Et il est nécessaire dans cette période un peu complexe, un peu trouble, où nous avons qu'un sentiment de crise ou un sentiment de statu quo, et surtout d'un accord de Nouméa qui fait que durer un peu trop longtemps peut-être, d'avoir des propositions. Et donc cette proposition, que je ne connais pas dans les détails, aura le mérite au moins de titiller les esprits et de pouvoir aller un peu plus loin sur ce que doit devenir la Calédonie de demain. En attendant, les responsables politiques du groupe Le Prédour sont invités à Paris à la fin du mois de mai. Par le Premier ministre, c'est utile à ce moment-là, cette réunion? Qu'est-ce qui peut en sortir? Une excellente question. C'est le ministre de l'Outre-mer qui a mis en place ce groupe Le Prédour, qui a désigné les participants, qui a invité les personnes à Paris. Je ne sais pas ce que ça peut donner, tenant compte du contexte actuel où nous n'avons toujours pas de 17e gouvernement. Et je trouve qu'aller à Paris sans un 17e gouvernement en place, de plein exercice, amènera quand même un certain goût d'amertume pour les Calédoniens. Donc il est soit nécessaire d'établir et de mettre en ordre ici les institutions calédoniennes avant de partir, soit de se poser la question, du format déjà, parce que je pense qu'il sera difficile pour les différents participants de porter toute la légitimité et de toute la difficulté, je dirais, des problématiques qui sont à place à l'heure actuelle. Et donc, c'est un moment qui est assez difficile, mais le ministre de l'Outre-mer a convié
certains représentants. Donc, on va voir comment il veut aménager peut-être ce rendez-vous ou tenir compte du contexte qu'il y a en Nouvelle-Calédonie aussi. Alors, il promet en tout cas la publication du fameux document de l'État sur les conséquences du oui et du non. Là aussi, c'est un document utile. Est-ce qu'il peut convaincre les gens? Est-ce qu'il peut apporter quelque chose dans le débat? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est un document qui aurait dû sortir même au premier référendum. Donc, qu'il sorte au troisième et dernier référendum, pourquoi pas. Et puis, il n'est jamais trop tard de dire la vérité sur les conséquences du oui ou du non. J'ai envie de dire simplement sur les conséquences du oui ou du non. On vient de vivre ces derniers mois, ces dernières semaines, des crises sanitaires, une crise économique. Et je peux vous dire que sans la présence d'une nation assez forte telle que la France auprès de la Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas dans quel état serait la Nouvelle-Calédonie. Tant sur le plan sanitaire, vous voyez, 10 milliards pour pouvoir soutenir le SAS sanitaire, des milliards, dizaines de milliards de plans garantis par l'État auprès des entreprises, auprès de la Nouvelle-Calédonie pour maintenir le chômage partiel. Donc quand vous additionnez tous ces soutiens financiers, tous ces soutiens aussi, j'ai envie de dire, dans cas d'aide, sans oublier les vaccins, qui représentent environ entre 400 et 500 millions d'aides. Donc sans cette aide-là, je veux dire, les conséquences, on voit tout de suite dans le concret des Calédoniens quelles sont les conséquences d'un oui ou d'un non. Donc après, avec un peu de sincérité et sans trop de mauvaise foi, tous les représentants et tous les responsables politiques peuvent dire et peuvent en tirer les conclusions sur les conséquences d'un oui ou d'un non. Yann Le Curieux, le temps passe, mais je vais vous demander de changer de casquette puisque vous êtes également le président du conseil d'administration de l'OPT. C'est aussi un gros dossier. Comment se porte l'office en général? En général, il va bien. En général, il fait des bénéfices puisque on est venu régulièrement lui prendre un peu d'argent. C'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, l'Office fonctionne plutôt bien, mais l'Office n'est pas que portefeuille de la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi 1200 agents qui ont répondu présent sur la Calédonie pour établir dans des délais assez importants après le cyclone Lucas, après le cyclone Niran. Donc c'est vraiment une présence sur le terrain. C'est une présence qui a été appréciée, c'est une présence ici qui est nécessaire sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, j'ai envie de dire, l'OPT répond à ses obligations d'aménagement du territoire. Plus de 22 000 clients fibrés sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on voit que nous allons rénover, nous avons reconstruit une belle agence à Oué, à Lifou, rénové celle de Tchépéné, et il y en a d'autres qui suivent. Donc, on voit que l'OPT est présent sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et répond à cette demande d'aménagement du territoire et surtout d'équité d'aménagement envers tous les Calédoniens, qu'ils soient à Nouméa, à Lifou ou à Koné. Donc c'est vraiment sur cette mission de service public que répond l'OPT et ses 1200 agents. Alors, il y a un dossier qui fait polémique, vous le savez, c'est celui du marché du second câble sous-marin. Vous défendez toujours l'option d'un câble qui passe par les Fidji. C'est celui qui a été choisi, il a remporté, enfin le marché a été attribué à cette proposition-là. Oui, c'est une histoire qui a commencé bien avant que je sois le président du conseil d'administration. Je vous rappelle, j'étais président du conseil d'administration qu'en septembre 2019. Ça avait été entamé par 2 ou 3 autres présidents du conseil d'administration avant moi. C'est l'option qui a été choisie. Il y a eu l'attribution qui a été faite dans les règles. Et donc, c'est l'option qui a été prise pour sécuriser l'alimentation internationale de la Nouvelle-Calédonie au niveau de l'Internet. Et en même temps, on profite aussi de faire le bouclage numérique de la Nouvelle-Calédonie par l'île des Pins, Maré et Lifou, aussi pour sécuriser. Et on évitera des problèmes que nous avons pu connaître avec la fibre ou le câble qui avait cassé au niveau de Païta pendant Lucas. Donc c'est vraiment une option qui a été choisie et qui est en permanence attaquée par un concurrent qui n'en est pas un. La SCCI, la Société calédonienne de connectivité internationale, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées, plusieurs recours au tribunal administratif. Comment vous réagissez? Vous êtes en général, l'OPT est assez discret face à ces recours. Sur ce recours par la société SCI, on est fataliste sur le sujet où cette société attaque l'OPT, attaque la Nouvelle-Calédonie, attaque le Congrès maintenant de la Nouvelle-Calédonie, attaque à peu près tout ce qu'ils peuvent attaquer. On est à 13 recours
Sur ces 13 recours, on a 7 que l'OPT a gagné, on a 5 en cours et je crois qu'il y en a un tout nouveau qui vient d'arriver. Donc apparemment, il y a des sociétés privées qui trouvent que la Nouvelle-Calédonie est un Eldorado encore et au risque de déséquilibrer peut-être l'ensemble de ce modèle. Je rappelle juste que les télécoms permettent à l'OPT d'assumer aussi tout ce qui est le postal et tout ce qui est les services financiers sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et comme vous l'avez indiqué, l'OPT ne demande rien à la Nouvelle-Calédonie. Et bien au contraire, ces 5 dernières années, l'OPT a versé quasi 9 milliards à la Nouvelle-Calédonie. Imaginez-vous si la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'elle aurait dû être sans ces 9 milliards versés par son établissement public. Imaginez-vous si un privé pourrait faire la même chose. Voilà. Et donc le monopole de l'OPT est toujours tenable. On sait que c'est la question en toile de fond et qu'avec l'évolution technologique, etc., ce monopole va être de plus en plus difficile à maintenir, non? Ça dépend en fait après du modèle que l'on souhaite pour la Nouvelle-Calédonie, comme je l'ai indiqué. Donc les élus de la Nouvelle-Calédonie devront se positionner, mais à un moment donné, on indique très précisément que c'est un modèle complet, intégré, qui a 3 services, qui permet d'avoir une équité sur l'ensemble du territoire. Après, je reste très précis, c'est-à-dire que les équipements les équipements, les infrastructures du numérique doivent rester propriété de la Nouvelle-Calédonie à travers son établissement public. Peut-être qu'un jour, au niveau des prestations de services, au niveau des prestations, pourra être peut-être avoir une ouverture au niveau de la téléphonie et autres. Mais il faut faire très attention qu'un territoire, ce qui est le cas à peu près partout dans le Pacifique, malgré ce qu'on peut entendre et lire, c'est-à-dire les territoires restent propriétaires à travers leur établissement ou à travers des sociétés qui appartiennent au territoire, restent propriétaires des infrastructures parce que c'est une question vraiment de souveraineté à long terme. C'est un vaste sujet dont on a sûrement l'occasion de reparler. Avant de conclure, je voudrais également vous entendre comme premier adjoint au maire de Dimbéa. D'ailleurs, dans cette commune, vous êtes également en charge des finances. C'est quoi aujourd'hui les priorités de Dimbéa? On sait que c'est une commune qui est en pleine expansion, qui a beaucoup bougé toutes ces dernières années. Aujourd'hui, elle fait face comment? On fait face difficilement à cette explosion démographique et surtout aux besoins et aux attentes des habitants, mais il faut faire face. Et en tout cas, mercredi soir, nous avons eu un conseil municipal sur lequel nous avons pu adopter tous nos comptes de gestion, nos comptes administratifs à l'unanimité, avec un satisfecit du payeur sur la bonne tenue des comptes, malgré la tension, notamment au niveau des recettes. Par contre, on a pu voir que la ville assume encore, a versé plus d'une vingtaine de millions aux différentes associations sportives, culturelles, socio-éducatives de la commune pour le bon fonctionnement. Et puis, nous avons surtout, nous poursuivons notre aménagement du territoire de caméras de vidéoprotection avec le soutien de la province sud. Et donc, nous avons autorisé le maire à signer une convention avec la présidente de la province pour l'installation de 36 nouvelles caméras sur l'ensemble du territoire de la commune de Dimbéa, et avec une particularité sur le Dimbéa Centre qui est en train d'exploser en ce moment avec dès le 19 mai là, prochain l'inauguration de la résidence universitaire et après l'inauguration au mois de juin des chemins piétons en format Smart City. Après, nous aurons derrière l'inauguration et l'ouverture du cinéma MK2. Et nous aurons aussi, donc comme ça, on voit que Dimbéa Centre est en train d'exploser jusqu'à la fin de l'année et qu'il y a vraiment une naissance, et je dirais même le début des travaux du futur siège du FSH, qui va prendre un peu plus de temps, parce que c'est un beau bâtiment et un bâtiment assez imposant, mais qui va vraiment finir de structurer ce Dimbéa Centre. Donc c'est vraiment une commune qui est en train d'exploser, mais qui doit garder un peu aussi sa spécificité du Nord, avec ce petit côté petite brousse dans la ville, avec aussi ces petites difficultés, des fois lorsqu'il pleut beaucoup et tout, mais ça fait partie des gens qui veulent vivre un peu plus loin et en dehors du côté urbain. C'est beaucoup de travail, vous arrivez à tout faire, à maintenir toutes ces activités? Oui, c'est passionnant. Moi, à titre personnel, s'investir pour les Calédoniens, donner son temps pour les Calédoniens, essayer de trouver des solutions, surtout dans cette période très particulière que personne n'avait prévue. On s'aperçoit qu'il est nécessaire d'avoir des personnes, et je salue moi mes collègues aussi du gouvernement, mes collègues de l'AEC et mes autres collègues aussi, parce que en ce moment le 16e gouvernement est présent et en très grande majorité et travaille
dans le quotidien. Et sur la commune, je vois aussi que les adjoints maires, les conseillers sont très investis au quotidien et répondent aux attentes qui ne sont jamais satisfaites à 100% de l'ensemble des administrés. C'est la fin de ce magazine Transparence. Avant de conclure, je sais que vous êtes également un sportif, hein, vous êtes également impliqué dans le milieu sportif et vous souhaitiez rendre hommage à une personnalité qui nous a quittés récemment. Merci Elisabeth. Je voulais juste saluer le départ tragique et un peu trop rapide d'un ami, d'un grand frère qui s'appelait Michel Castex, que l'on surnommait Mimi. Et je dirais au revoir Joe. Au revoir Joe, ce sera le mot de la fin. Johan Lecourrieux, membre du gouvernement, du 16e gouvernement, membre élu du 17e gouvernement. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence. Merci Elisabeth.